Alors je suis vraiment très ému, hein. Un peu dans une situation un peu schizoïde, parce que je revois des tas d'amis et de camarades qui ont beaucoup vieilli comme moi. Et j'arrive dans une faculté qui est toute jeune, toute nouvelle, et donc il y a un petit décalage qui fait que je suis un petit peu perdu. Et si l'émotion me gagne, vous voudrez bien me le pardonner. Alors aujourd'hui nous allons attaquer Tintin ou la médecine. Voilà, comme tout bon conférencier, je vous donne quand même un plan de mon exposé. Généralité sur Tintin et son auteur. Les médecins chez Tintin, on ira assez vite parce qu'ils n'ont pas grande importance. Les caractéristiques et les pathologies des membres de la famille de Tintin. Vous savez que Tintin n'a pas de famille, il n'y a pas de papa, pas de maman, mais dans le corpus RG1, les exégètes parlent de la famille de Tintin, c'est-à-dire ses proches, c'est-à-dire Milou, Haddock, Tournesol, les Dupont, la Castafiore. Donc nous allons voir que chacun de ces personnages sont de grands malades, je vous le montrerai. Puis nous verrons quelques pathologies récurrentes dans les aventures de Tintin, et enfin nous verrons les caractéristiques et les pathologies de Tintin, et nous verrons que malheureusement c'est le plus gravement atteint. Alors, Tintin, c'est 300 millions d'albums vendus, et ça a été traduit en 30 langues. Il y a une famille française sur deux possède au moins un album. Peu d'auteurs peuvent se targuer d'une telle production. Tintin est né le 10 janvier 1919, donc ça fait 100 ans qu'on lit des aventures de Tintin et que nos petits-enfants continuent à lire des aventures de Tintin. C'est quand même un peu extraordinaire. Alors, pardon, excusez-moi, peut-être que je repars. Alors je repars dans le mauvais sens. Voilà vous les connaissez, hein, tous les albums de Tintin. Tout ce que je citerai, c'est là-dedans dans ces albums, sauf dans Tintin au pays des soviets et dans l'Alphard, parce qu'ils n'ont pas été redessinés. Alors, quel est l'auteur? Vous savez que l'auteur de Tintin, c'est Hergé. Hergé, ce sont les initiales de Remy, parce que c'est pas Rémy, Remy, Georges Remy, dit Hergé, né en 1907 et décédé en 1983. Alors, voyons tout de suite les médecins dans les aventures de Tintin. Pardon, excusez-moi. Oh là là, ça saute vite. Voilà, les docs en stock. Alors, voilà, je les ai tous réunis ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pratiquement pas d'importance. Ils sont toujours ignares, ils n'ont rien compris, ou ils ont compris tout après. Donc, ils ont juste un rôle de transition, donc c'est peut-être pas trop la peine de s'attarder. Simplement, on note qu'ils ont tous au moins la barbe ou la moustache. Sauf celui-ci qui n'apparaît que sur une image, dans le Temple du Soleil. Alors, un plus intéressant est le cas du docteur Rotule. Si vous vous rappelez, le docteur Rotule est ostéologue dans le centre spatial de Sproch en Sildavie. Alors on peut se demander ce que fait un ostéologue dans un centre spatial. Vous savez bien que tous les problèmes d'apesanteur posent des gros problèmes de déminéralisation et de tout ce qui est remaniement osseux, et vraisemblablement que le docteur Rotule a été utilisé pour justement étudier et prévenir tous les inconvénients de cette pathologie. Il y a un médecin intéressant, c'est ce qu'on appelle le médecin sans nom, de Moulinsart. Alors c'est le vrai médecin de famille. Il vaut le coup de s'être arrêté, parce que, vous voyez, donc Haddock vient de se casser la figure, il a mal à la cheville, et c'est un vrai médecin, le vieux médecin, qui est capable de diagnostiquer une déchirure ligamentaire sans fracture, uniquement en palpant, etc. Donc il n'y a pas besoin de radio, pas besoin d'échographie. Et il va revenir le lendemain, il a raison, il revient le lendemain pour plâtrer. Il ne le fait pas le jour même, et il a tout à fait raison. C'est un très bon médecin, parce que vous voyez qu'ici, dans ses affaires, on trouve un sphygomètre à colonne de mercure, ce qui était assez rare chez les médecins généralistes. Alors il a fait un plâtre au capitaine Haddock, c'est très bien, il a très bien fait le plâtre, sauf que, vous avez remarqué, on ne plâtre jamais l'extrémité, je crois que ce n'est pas M. Vinchon qui va me contredire, on ne plâtre jamais l'extrémité du pied, sous risque de gros problèmes de complications, puisque normalement on doit laisser toujours les pieds, les orteils dégagés. Voilà, alors il y a quand même, on va encore parler quand même des médecins, il y a deux médecins méchants. Il y a le docteur Müller qui apparaît la première fois dans l'île Noire,
et qui est un directeur d'un asile aliéné. Cet asile a ce site particulier, ceux qui y rentrent ne sont pas toujours fous, mais quand ils en sortent, ils le sont complètement. Ce docteur Muller va bien sûr devoir arrêter sa profession de médecin parce que c'était un brigand, et il devient un peu aventurier, donc on va le retrouver dans d'autres aventures sous d'autres noms, le docteur, le professeur Smith ou Moul Pacha. Ça c'est Au Pays de l'Or Noir, et ça c'est dans Le Cigare du Pharaon. Enfin, le deuxième et dernier médecin méchant, qui est le docteur Crospel, qui visiblement, rien qu'à sa tête, on devine que c'est un type qui a dû travailler quelque temps dans les camps de concentration. Et Crospel est également un directeur d'asile psychiatrique à New Delhi. C'est quand même un peu curieux, je ne sais pas ce qu'avait Hergé contre les directeurs d'asile psychiatrique pour mettre deux médecins comme ça. Alors maintenant, nous allons regarder, tout de suite attaquer le vrai sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les pathologies touchant les familiers de Tintin. Ah, oui, il y a cette image, bon, je vais vous la commenter quand même, c'est intéressant. Hergé, quand il avait 18 ans, était amoureux de Marie-Louise Van Custen. Et il devait se marier, mais le père de Marie-Louise, qui était un homme avisé, avait deviné que Hergé était un homme sans avenir, donc il a ordonné à sa fille de rompre ses fiançailles. Et pourtant, Hergé restait toujours amoureux de Marie-Louise. Alors pourquoi je vous parle de Marie-Louise? Eh bien parce que Marie-Louise, on l'appelait Milou. Et donc voilà, on attaque Milou. Alors Milou, comme vous le voyez, c'est un fox terrier nain, blanc. Attendez, je crois que j'ai dit un fox terrier. Alors on peut se poser la question. D'abord, il s'appelle Milou. C'est comme si j'appelais mon chien Marité ou Zézette. Non, un chien, bon, il l'appelle Milou. Si on le voit dans certaines attitudes, ce n'est pas une attitude très masculine. Si je prends par exemple une photo de mon chien, qui s'appelle Tintin, quand on le voit en plein travail, on voit qu'il est largement pourvu, comme tous les mammifères, d'organes génitaux bien visibles. Et si je regarde Milou, il n'y a rien. Donc, on peut encore se poser des questions. Enfin, pour moi, la certitude, c'est certain, c'était qu'avec Milou, Hergé évoque avec 80 ans d'avance le problème du genre. Alors, autre chose aussi, là j'ai colligé quelques images où Milou se fait attraper par la queue, et bien sûr, il y a des études faites par des psychanalystes qui ont montré que tout ça avait tout un sens érotique très particulier chaque fois, et je crois que ça corrobore un peu mon idée que Milou est une femelle. Voilà. Alors Milou est un chien qui est ordinaire, si ce n'est qu'il parle. Il parle, mais personne ne l'entend. Même Tintin ne l'entend pas. Et plus on va avancer dans les aventures de Tintin, moins il va parler. Et puis, enfin, on en reparlera plus tard. Alors, Milou, sa pathologie, c'est que c'est un peu un éthylique. Hein, il aime bien boire. Dès qu'il peut boire de l'alcool, il boit, jusqu'à se rendre complètement ivre. Ah, alors ça c'est intéressant parce que tous ceux qui ont lu Tintin au Congo connaissent l'histoire de la psittacose. Hein, Tintin a été mordu par un perroquet et il était mordu à la queue et voilà la queue. Et Tintin se demande si ce n'est pas la psittacose. Comme vous le savez, la psittacose n'a rien à voir avec ça, puisque la psittacose est une maladie comme un genre de grippe aviaire, pulmonaire, donc il n'a absolument rien à voir avec un abcès de la queue. Cette psittacose avait fait, semble-t-il, vers les années 1920, 800 morts en Inde. Quand je dis 800 morts, c'est 800 morts blancs, parce que les Indiens, on ne les comptait pas à ce moment-là. Donc maintenant, nous arrivons au capitaine Haddock. Alors, voici une première étude qui a été parue dans la presse médicale, parce qu'il y en a pas mal, qui a été faite par Eric Combe. Alors Eric Combe, vous le connaissez, c'est un dermatologue qui a été connu pour ses prises de position sur les antivax et son bouquin sur la maladie de Lyme.
Voilà, donc il a fait toute une étude extrêmement exhaustive sur tous les coûts et tous les problèmes de santé. Alors je ne vais pas vous les détailler parce que c'est beaucoup trop compliqué. On y reviendra après. Alors voyons un peu le caractère de Haddock. Et bien Haddock, c'est un peu un caractère cœur d'artichaut, c'est-à-dire qu'il peut passer de la propre, plus tendre, une grande tendresse à une colère épouvantable. Et on a déjà vu que d'habitude il est habillé avec un gros pull marin, mais même affublé des habits d'un noblion parvenu, il restera toujours le vieux loup de mer. Alors, voici les 220 jurons de Haddock. Alors c'est intéressant parce que ces jurons, ça ne veut rien dire. Ça. On comprend qu'il injurie, mais injurier de quelqu'un de saleté d'appareil à sous, de zérisopome, ou de zygomare, ou de vermine, perroquet bavard, ça ne veut rien dire. Simplement, c'est la tonalité avec laquelle c'est dit. On comprend tout à fait que c'est une agression verbale. Alors, je me suis quand même attardé aux jurons médicaux de Haddock, parce qu'il a quand même une grande culture médicale. Alors, voilà, cataplasme, macrocéphale, ectoplasme. Je ne ferai pas l'injure de traduire tout ce que c'est. Gargarisme en plâtre, cyclotron, je vous rappelle que c'est l'appareil qui accélère les particules et avec lequel on fait les produits pour les scintigraphies, etc. Moule à gaufre. Ah oui, tiens, qu'est-ce que fait moule à gaufre là-dedans? Eh bien, moule à gaufre, chez les Belges, un moule à gaufre, c'était un type qui avait était le visage variolé et qui était tout piqueté. C'était ça, quelqu'un qui était moule à gaufre. Le choléra, bien sûr, schizophrène, cyanure, et alors là, ça c'est marrant parce qu'il y a chlysopompe. Vous savez ce que c'est qu'un chlysopompe? Alors, cette image, elle a été dans le journal de Tintin, mais quand c'est paru en album, elle n'a plus paru. Pourquoi? Parce qu'un chlysopompe, c'est un appareil, un clistère portatif. Et le lendemain du jour où s'était paru cette image, Hergé a reçu une lettre injurieuse d'un père de famille qui disait que c'était scandaleux de mettre des mots comme ça Et Hergé a immédiatement répondu en s'excusant et en remerciant d'avoir éclairci là-dessus. Mais en fait, la lettre lui est revenue 15 jours après, inconnue à cette adresse, c'était ses collaborateurs qui lui avaient fait une blague. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, ce sont les crétins chez Haddock. Vous remarquez qu'ici il dit crétin des Alpes, crétin de l'Himalaya, crétin des Balkans. Il ne se trompe pas, hein, Haddock. Il ne va pas dire crétin de la Beauce ou crétin de Hollande. Non, regardez bien. Alors, il faut revenir un petit peu sur ce que sont les crétins. Les crétins des Alpes. Alors, l'anthropologie et la médecine ont depuis longtemps répertorié le crétin sous le nom de Crétinus alpinus. En effet, on observe surtout le crétinisme dans les vallées mal ensoleillées, resserrées, privées de bonne circulation d'air. En France, dans les Alpes, Haute-Savoie, Savoie et Hautes-Alpes. En Europe, dans une partie de la Suisse et du Valais du Tyrol. Le manque d'hygiène, l'usage en boisson d'eau qui proviennent de la fonte des neiges, pauvre en iode, prédispose au crétinisme. À ces raisons s'ajoutent la consanguinité, l'isolement autarcique et une hérédité souvent chargée. Alors, je vais vous montrer une carte de la répartition des crétins. Vous avez de la chance, dans le nord, il n'y en a pas. Chez moi, en Gard et Vaucluse, il n'y en a pas. Mais vous avez remarqué que cette carte n'est pas à jour. Parce qu'il n'y a pas de crétins à Paris. Alors, voilà des injures que j'aurais aimé voir. Hein, ça n'existe pas, hein, c'est quelqu'un qui l'a entrepris. Mais pour les médecins, ça nous ferait plaisir d'avoir ce type d'injures. Je vous les laisse lire si vous voulez lire. Enfin, voilà. Alors, quel est l'âge du capitaine? Eh bien, on n'en sait rien. Tout simplement, il dit regardez ce que je sais faire à mon âge. Bon, il saute autour de la table, il se casse la figure, mais enfin, il a été quand même assez loin. Bon, on peut penser qu'il a environ la cinquantaine. Quelles sont les pathologies de Haddock? Vous savez très bien que la pathologie essentielle chez Haddock, c'est une addiction énolique. La première fois que Tintin rencontre Haddock, il lui dit une imbécilité, il dit « Songez à votre dignité, capitaine ».
vous allez me promettre de ne plus boire. C'est la première chose qu'on ne dit pas à un ivrogne comme Haddock, c'est pas comme ça qu'on va manger. Voilà, donc quand Tintin rencontre Haddock la première fois, Haddock est une véritable épave. Et rapidement, là, donc ça c'est dès qu'il a pris un coup de trop, au départ, surtout au début des aventures de Haddock, puisqu'il apparaît dans le Crabe aux pinces d'or, il a décrit de délirium méchante. Mais petit à petit, sous l'influence de Tintin, quand même, il va commencer à moins boire. Donc, toujours dans le même album, devant Tintin, il n'ose plus prendre de boisson. Et ce qui est intéressant, c'est surtout son air épouvanté quand il voit qu'il a refusé, mais on sent qu'il y a une souffrance dure de ne pas pouvoir partager son verre. Mais il restera toujours un alcoolique, hein, puisqu'il était président d'honneur de la Ligue des marins anti-alcooliques, alors qu'on est en train de charger les caisses de whisky dans son bateau. Quand il part pour la Lune, il empoigne un grand volume d'astronomie, mais là-dedans, ce sont des bouteilles de whisky. Voilà. On peut aller partout, on trouvera toujours qu'il y a toujours des bouteilles. Même ici, vous voyez, il se prend les pieds dans une porte coulissante. Et ici, voilà, il y a une petite flasque de whisky. Bref, c'est un sympathique alcoolo-tabagique. Quelle est la pathologie cardiaque de Haddock? Eh bien, quand ils reviennent de la Lune, après avoir marché sur la Lune, vous voyez que le docteur Rotule, qui est en fait polyvalent, il est ostologue, mais il est polyvalent, il note que, hélas, ce pouls est très irrégulier et très faible. C'est étonnant qu'on ait envoyé sur la Lune un type qui a une arythmie cardiaque. Mais bon, il est revenu, ça tant mieux, ça s'est bien passé. Alors, les pathologies de l'appareil locomoteur de Haddock. Il lance une noix de coco, il réveille des douleurs lombaires qui reviennent de temps en temps. C'est plus intéressant ici. Il y a Tintin qui lui fait du pied et il se met à hurler. Pourtant, il a juste fait du pied pour dire de faire attention. C'est certain que Haddock a une goutte chronique. Ça le signe. Et d'ailleurs, une autre fois, il donne un coup de pied. C'est l'histoire. Voilà, il donne un coup de pied ailleurs et dès qu'il touche son gros orteil, il est pris par sa goutte qui se réveille. Quelques avatars de Haddock. Haddock débouche une bouteille de champagne et le bouchon lui rentre dans la gorge. Que fait Tintin? Il lui tape dans le dos pour faire partir le bouchon. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que c'est jamais la méthode à faire, surtout pas ça. Hein. Vous connaissez bien sûr la méthode de Heimlich, hein, que je ne vous détaillerai pas puisque vous êtes dans la partie. Haddock a été une fois pris dans une avalanche et Tintin dit il est gelé parce qu'il est bleu. Non, il est bleu non pas parce qu'il est gelé, mais que dans une avalanche, on suffoque complètement, il est impossible de respirer. C'est une cyanose d'hypoxie. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler du sparadrap de Haddock parce que c'est devenu une expression, même les journalistes, on ne parle plus du mystiquerie qu'on s'est passé, etc. On parle du sparadrap de Haddock qui se repasse de personne en personne. C'est devenu un incontournable. Alors nous allons voir maintenant la traumatologie chez Haddock, mais également chez les autres. Alors, je prends n'importe quel traumatisme. Donc on voit, quand il y a un coup de poing, d'abord, il y a le choc, il y a des étoiles. Les étoiles sont proportionnelles à l'intensité du choc. Puis après, il y a toujours une sensation de tournis, c'est pour montrer qu'il n'est pas très en forme. Et ça, on le retrouve à chaque traumatisme. C'est un langage que tout le monde comprend immédiatement. Voilà, par exemple, il reçoit un cabestan dans la tête, bon, il y a 4 étoiles. Voilà, pas très agréable, mais c'est supportable. Le boucle est rentré dans le poteau, lui, c'est des cloches qui tournent autour de lui. Alors, ici, j'ai colligé un peu tous les chocs, étoiles, contact, avec perte de connaissance, dans chaque album. Alors, dans le Congo, voilà, il faut regarder un petit peu, c'est dans l'île Noire qu'il y a manifestement le plus de chocs, et dans le Tintin au Congo et dans les cigares du Pharaon qu'il y a le plus de perte de connaissance. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec le temps, la traumatologie devient moins importante.
sauf en 747, il y a quand même encore pas mal de chocs étoiles. Voilà, nous arrivons maintenant à Tournesol, professeur Tournesol, ou monsieur Tournesol, ça dépend. Les albums où c'est monsieur, d'autres où c'est professeur. Alors, Tournesol a été inspiré à Hergé par le professeur Picard. Le professeur Picard travaillait à Bruxelles, et donc Hergé avait décidé d'en faire une caricature. Seulement, il a dit, je ne peux pas le prendre. Picard faisait 2 mètres de haut, il dit, j'étais obligé de le raccourcir, sinon il ne rentrait pas dans les cases. Donc il a pris la tête de Tournesol en plus petit. Alors, vous savez que Tournesol est un grand inventeur. Il invente des trucs qui sont dignes du concours Lépine, hein, des appareils à essuyer les brosser les vêtements. Mais il n'y a pas que ça, hein, il a été jusqu'à inventer et créer la fusée lunaire qui a été la première à partir pour la Lune. Donc un grand personnage. Nous allons voir maintenant les pathologies de M. Trifon Tournesol. Il y a quelque chose qui est quand même frappant. Regardez un peu son crâne. Alors, moi je ne fais pas de phrénologie. La phrénologie, c'est l'étude des bosses des crânes. Alors, c'était une science qui était très à la mode au XIXe siècle. C'est-à-dire d'après quelques bosses sur le crâne, il y avait des prédispositions à certaines pathologies ou certaines possibilités. D'où vient l'expression la bosse des maths. Et il y a même des gens qui ont été internés préventivement parce qu'ils avaient une forme de crâne qui pouvait faire craindre qu'ils deviennent criminels. Mais non, donc on va rester dans le domaine purement scientifique et abandonnons tous ces... Donc regardez bien ce crâne. J'ai pu me procurer une radiographie du crâne de Tournesol. Voilà un crâne normal, et vous avez tous reconnu, je vais quand même vous le détailler, hein, c'est un épaississement de la table externe, aspect cotonneux de la structure osseuse, on est en face d'une maladie de Paget, caractéristique. Alors, Sir Paget, qui vivait à la fin du XIXe siècle, avait décrit déjà cette maladie, alors qu'il n'y avait pas la radio. Mais il avait, dans son observation princeps, il avait noté que il avait un patient qui était Bobby londonien et qui devait changer de casque chaque année parce que la tête augmentait de volume. Or, si on regarde Tournesol, on voit on a l'impression qu'il a un tout petit chapeau, mais non, c'est pas ça. C'est que lui, il n'a pas changé de chapeau et que sa tête a continué à grossir. Comme vous le savez, la maladie de Paget a une complication, surtout sur ce trou-là, le trou auditif, la paire du 8. C'est pour ça que la première complication de la maladie de Paget crânienne, c'est la surdité. Et ce qui explique que, effectivement, Tournesol est... Alors là, il dit qu'il est un peu dur d'oreille, il est plus que dur d'oreille. Et on rigole de sa surdité, alors que c'est pas très gentil, parce que c'est pas plus rigolo d'être sourd que d'être aveugle, mais ça fait toujours rire, donc voilà, c'est passé comme ça. Il est obligé d'utiliser un cornet acoustique, et quelquefois il a mis des appareils auditifs pour aller sur la Lune. Parce que... Ce qui est intéressant, c'est que le syndrome d'Asperger chez le professeur Tournesol. Alors, je vous rappelle un peu ce que c'est que le syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme se caractérisant par une altération dans la communication verbale et non verbale. Une personne présentant ce symptôme a du mal à décoder le sens d'une expression du visage, la tonalité de la voix, l'humour, les doubles sens et le sens des gestes. Elle peut donc sembler distante et froide. Regardez un peu cette image, voilà. Votre nom, et lui s'excuse. Donc il n'a pas compris, même s'il n'a pas entendu, il n'a pas compris l'expression du visage de son interlocuteur. Le syndrome de Tournesol, qui a été décrit par l'École française de neurologie en 1956. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, Tournesol tombe dans une trappe. Alors là, on voit le nombre d'étoiles qui est très très important, donc on se doute que le choc a été majeur. Et vous avez bien compris qu'il s'agit donc d'une manifestation d'ischémie cérébrale potentialisée par un hémodétournement carotédien externe lié au Paget.
Donc là, après, il retourne dans la mémoire, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette saille-là, elle n'avait pas tellement d'importance. Voilà, maintenant, nous allons parler du père de Hergé qui avait un frère jumeau. Quand l'un achetait un chapeau blanc, l'autre mettait un chapeau blanc. Quand l'un prenait une canne, l'autre prenait une canne. Ils jouaient beaucoup à se faire prendre l'un pour l'autre. C'est ce qui a donné les Dupont. Les Dupont, pardon, tac, tac, ah non, oui, il n'y a que ça. Oui, les Dupont, ben, voilà leur véritable photo. Alors les Dupont, ce sont le négatif de Tintin. Ils sont bêtes, ils ne sont pas toujours très gentils, ils comprennent tout également après. Ils se conduisent comme des gamins. D'ailleurs là, on a l'impression, dans leurs attitudes, on a l'impression de voir Laurel Hardy. Et c'est tout le contraire de l'homme invisible. Pour se rendre invisible, eh ben, il n'y a pas plus visible que. Alors, quelles sont les pathologies des Dupont? Alors, ils sont atteints d'une aphasie de conduction avec paraphasie phonémique. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer ce que c'est que la destruction du faisceau arqué qui relie l'aire de Vermennik à l'aire de Broca. Alors, bon, quand même, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas médecins, je leur expliquer quand même. Voilà ce que c'est que l'aphasie de conduction. Pour nous, la claire est fer, n'est-ce pas, Dupont? Je dirais même plus, la flaire est caire. C'est-à-dire qu'ils inversent les syllabes. Ce n'est pas de la contrepétrie, hein, ils inversent les syllabes. C'est tout à fait involontaire. Et le fait de dire je dirais même plus, ça souligne encore plus leur bêtise. Il manque une image, je suis désolé, parce que vous avez vu que les deux Dupont ne se ressemblent. Donc il y en a un Dupont-D et un Duponté. Duponté, c'est lui, parce que Hergé s'est trompé sur cette image. Duponté, c'est celui-là, avec la moustache comme ça, et l'autre, Dupont-D, c'est ça. Mais là, Hergé s'est trompé, s'est pris les pinceaux dans ses dessins. Alors, quel est le syndrome des Dupont? Voilà, ce qu'on appelle l'hypertrichose, qui est une maladie rare, mais qui faisait vivre les cirques. Et les deux Dupont prennent à un moment un produit qui pense être de l'aspirine. En fait, c'est un produit qui sert à augmenter certaines capacités de l'essence. Et ils sont atteints de ce que j'ai appelé l'hypertrichose polychrome gastrobuleuse. Donc, c'est-à-dire que tous les poils poussent et ils éructent des bulles qui sont toujours la même couleur. Alors après, par exemple, ils ont fait une rechute dans la fusée lunaire, là ça a changé de couleur, mais c'est toujours les mêmes couleurs que les cheveux. Pathologie très rare, hein. Ça fait partie des maladies rares, comme on l'a dit. Voyons maintenant Blanche Chastefleur. Je veux dire Bianca Castafiore. Alors, Bianca Castafiore, avant parce que bien sûr on en rigole un peu, mais je voudrais quand même vous signaler que c'était vraiment une grande artiste. Je l'en veux pour preuve cet article de journal qui était paru il y a quelques années. Triomphe sans précédent, interprétation inoubliable, artiste grandissime, ainsi s'extasie toute la presse italienne à propos du récent gala de la Scala de Milan, où la célèbre Castafiore, pour ses adieux à l'Europe, s'est produite dans l'opéra de Rossini, la Gazza Ladra. Elle a été l'objet de 15 rappels. Pour être l'objet de 15 rappels à la Scala de Milan, il faut vraiment être une très très grande artiste. Donc, chapeau, Madame Castafiore. Mais, voilà, donc la Castafiore, ici avec la Calas, on retrouve un peu les mêmes habits. Hein. La Calas a essayé d'imiter un peu la Castafiore. Ici, Elisabeth Schumann, qui interprète l'air des bijoux de Marguerite. Car nous avons vu que, nous savons que la Castafiore a un très grand répertoire. Hein. Elle est soprano colorado et a tout le répertoire classique des grands opéras, mais on ne la voit et on ne l'entend chanter que l'air des bijoux. Alors je vous le mets un petit peu. Je ne vais pas vous passer tout l'air des bijoux de ce magnifique opéra qui est Faust de Gounod.
Voilà, c'est pas tellement apprécié, surtout par Haddock, hein, et pour qui il estime que ça ressemble, il pense à un cyclone qui un jour s'est abattu sur son bateau alors qu'il naviguait dans la mer des Antilles. Et donc tout le monde admire les chants de la Castafiore, sauf son entourage. On veut chanter, non, non, surtout ne chantez pas. Il n'y a que Tournesol qui est assez amoureux de la Castafiore et qui en redemanderait, mais n'oublions pas que lui est sourd. Alors, la Castafiore, c'est une grande hystérique. Je vous rappelle les signes cardinaux du syndrome hystériforme: la séduction, les crises théâtrales, les pathologies de conversion et le mécontentement en cas d'échec. Voyons d'abord la séduction. Et ben voilà, donc on va voir plusieurs images où elle essaye de se faire le plus séduisante possible. Ici, elle est dans toutes les tenues qui sont dans les bijoux de la Castafiore, ce sont toutes des tenues de chez Dior, je vous signale. Des vraies tenues de chez Dior. Elle est toujours accompagnée, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être admirée. Elle a besoin de chanter alors qu'on ne lui a rien demandé. Là, elle vient retirer soi-disant une piqûre de guêpe à Haddock alors qu'on ne lui a rien demandé non plus, tout en sachant que les guêpes ne laissent pas d'aiguillon. C'est une erreur de Hergé. Et puis quand même, il ne faut pas oublier que cette femme qui présente déjà les premiers signes d'un syndrome trophostatique post-ménopausique ne chante que des airs d'une pucelle de 16 ans. Ça ne va pas. Elle n'a pas eu la pudeur de Nathalie Dessay de partir au bon moment. Donc elle continue à en imposer et à s'imposer. Les crises théâtrales. Les crises théâtrales, ben voilà, c'est quand je me mets à hurler « ciel, mes bijoux », et à la fin, Haddock il commence à s'en fiche parce que le nombre de fois où elle a crié, ça n'a aucune importance. Il y a après la pathologie de conversion. Alors là, j'ai reproduit la fameuse leçon de Charcot sur l'hystérie, et regardez un peu l'attitude de cette patiente qui tombe dans les pommes, et regardez, on est exactement dans la même situation. Donc on est bien dans une situation de conversion hystérique. Enfin, il y a le caractère contrarié en cas d'échec de la séduction. Voilà, par exemple, donc elle se met en colère et elle engueule Haddock. Et vous voyez la tête d'Haddock, pourtant qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, qui est un vieux bout de mer, il a de la peine à s'en remettre. Alors, on va parler d'autres évocations pathologiques, avant d'aborder le problème de Tintin. Le thème de la folie, qui revient très souvent. J'ai quelques illustrations de thème de la folie. Hein. Et d'ailleurs, quand on... Ça veut dire qu'il est fou. Hein. On comprend, hein. Il y a 3 petits ressorts, ça veut dire qu'il est fou. On voit quelques gouttes ici, ça veut dire qu'ils ont peur. Voilà d'autres fous dans un asile d'aliénés. Un autre fou là, un illuminé. Un kleptomane. La dépression. La dépression est prégnante chez Hergé. C'était un grand dépressif, surtout après la guerre. Et à un moment, il voyait que des rêves en blanc. Et le psychanalyste qu'il avait été voir lui avait dit qu'il n'y avait plus qu'une solution, c'était d'arrêter de dessiner. Ce que n'a pas fait Hergé, il a continué. C'est à ce moment-là qu'il a fait le Tintin au Tibet, et qu'il a fait par exemple cette planche magnifique où on voit 3 dessins, les uns après les autres, qui sont séparés par ligne. Mais en fait, c'est comme un travelling au cinéma, puisque les lignes se suivent. C'est un des plus beaux dessins, je trouve, de Hergé. La drogue qui revient souvent. Voilà, l'opium. De l'opium également, donc de l'opium dans les cigares du Pharaon, de l'opium dans les boîtes du crabe aux pinces d'or, la cocaïne dans les cigares du Pharaon également. Alors, on va quand même parler un peu de la sphère périnéale dans les aventures de Tintin. Et là, je me suis basé sur les algies périnéoglutéales traumatiques
dans les aventures de Tintin. Ça a été fait par Amarenko, qui est au département de neuro-urologie. Donc je me suis inspiré un peu de ses travaux. Je ne voulais pas vous le donner parce que c'est dur. Je vais simplement vous donner un abstract de ces études. Il dit que l'importante prévalence des algies périnéoglutéales traumatiques dans les aventures de Tintin la situe au 2e rang après les traumatismes crâniens. Des études futures devront préciser le risque de séquelles et les impacts psychologiques des algies périnéoglutéales sur les héros concernés. Le niveau de preuve est 4. Il faut quand même lire ça un peu, parce que ça, c'est sa conclusion. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. J'oserais jamais dire ça. Dans les albums de Tintin, il apparaît donc que la sphère périnéale reste un mystère bien caché. Point d'allusion à de quelconque besoin ou velléité sexuelle, et ce, quel que soit le héros concerné. Point d'évocation de tourments urinaires ou anorectaux. C'est la face cachée de la Lune, sans doute, l'îlot noir du périnée peut-être, la sphère périnéale mystérieuse toujours, des boules de cristal trop fragiles pour en causer. Conclusion, les fameux bijoux de la Castafiore auraient pu être ceux de Tintin ou d'Archibald Hardock, le sceptre d'autocar autrement dressé, les cigares du pharaon, celui d'un président, l'oreille cassée, un accident du coït, un vol 714, un 7e ciel, mais on ne refait pas l'histoire, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, maintenant on va aborder quand même le cas le plus sérieux, Tintin. Alors, qui Tintin vous rappelle-t-il? Est-ce que vous avez dans l'idée d'un autre héros de bande dessinée à qui ressemble Tintin? Alors quand je vous le dirai, vous direz, bah oui, c'est évident. Alors c'est un héros qui est antérieur à Tintin. Alors je ne vais pas vous faire languir trop longtemps, je vais vous montrer à qui ressemble Tintin, à Bécassine. C'est exactement la même tête. Alors, la personnalité de Tintin. Eh bien, Tintin, ça veut dire rien. Quand on dit, tu me donnes ça, bah, tu feras Tintin, tu n'auras rien. Tintin, c'est rien. Et c'est un héros infaillible, invincible, sans aspérité. Tintin est dans la perfection même un personnage presque abstrait. C'est un héros en creux par rapport à ses compagnons. Je prends par exemple l'exemple de cette image. Regardez, voilà des expressions de Tintin. C'est pas parce que Hergé ne sait pas dessiner des expressions vives, mais regardez Haddock à côté. Ça n'a rien à voir. L'un est complètement falot et l'autre est extrêmement expressif. Une seule fois, on voit Tintin se mettre en colère. C'est parce que Haddock a failli, en ayant trop bu, a failli mettre toute l'expédition lunaire en l'air et se faire risquer la vie de tout le monde. Et on le voit une fois pleurer. Voilà. Parce qu'il vient de perdre, il pense avoir perdu son ami Chang. Chang, le voilà, le vrai Chang est là. Chang était un étudiant en dessin et en sculpture qui était à Bruxelles et à qui on avait conseillé à Hergé, qu'on avait recommandé à Hergé parce que Hergé avait dessiné déjà Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Et puis il allait faire un truc avec des Tintins qui partaient en Chine et on s'est dit il faudrait peut-être quand même faire attention de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Et donc Chang a été là pour le conseiller tout le temps et donc c'est devenu des grands amis. Après ils se sont quittés parce que Chang est retourné en Chine. Mais c'est lui, par exemple dans Lotus Bleu, toutes les inscriptions en chinois sont des vraies inscriptions. Alors, la bonne santé de Tintin d'abord. Eh bien, on a vu que Tintin ne boit pas. Tintin ne fume pas. Tintin fait sa gymnastique tous les matins. Tintin fait du yoga souvent le matin. Tintin fait des randonnées en montagne. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel âge a Tintin? Alors cette image, vous ne la verrez pas, hein, c'est une fausse image, vous avez compris. Alors, on sait que Tintin a un domicile. Il habite le 26 rue du Labrador. On sait qu'il est reporter. C'est un jeune reporter. Il a le permis de conduire. Il a une licence de pilote d'avion, licence de pilote d'hélicoptère. Il a un permis de port d'armes.
Il a été décoré de l'ordre du Pélican d'Or. Et je vous rappelle quand même qu'il a été le premier homme à marcher sur la Lune. Alors, c'est un curriculum vitae intéressant, hein, donc tout ça est résumé ici. Donc l'âge ici, il décrit entre 20 et 30 ans. Moi, je dirais un peu moins quand même, donc vers les 22-23 ans, on va y venir. Donc un jeune homme très doué de 20 à 24 ans. Mais, et c'est là que ça commence à se compliquer, regardez ce visage. Un visage tout poupon, tout rond, sans aucune aspérité, hein, c'est vrai. Il n'y a même pas un début de barbu, rien. C'est une tête d'adolescent. Regardez son corps. Les bras extrêmement fins. Ici aussi, regardez ici, plusieurs fois où on le voit torse nu. C'est pas du tout un corps d'adulte, c'est un corps d'adolescent, 13-14 ans, pas plus. 12-13 ans. Quand il va se faire engager comme télégraphiste, bon ben voilà, déjà tout de suite on dit, bah oui, il me semblait bien jeune. Quand un doc le rencontre alors qu'il est déguisé, il l'appelle fiston, et donc il le prend pour un gamin de 12 ans. Et quand on voit Haddock ici à côté de Tintin, on voit la différence de taille. J'ai mis cette photo parce qu'ici il y a le château de Moulinsart, et ici, qui est en fait la réplique du château de Cheverny, auquel on a retiré les deux ailes externes. Alors, comment concilier tous ces éléments? Eh bien, je me suis référé à l'étude qui est apparue dans le journal de l'Association médicale canadienne, un article qui a été écrit par Claude Cyr avec ses deux collaborateurs, Antoine Cyr et Louis-Olivier Cyr, chacun âgé de 12 et 8 ans. Ces deux collaborateurs ont relevé tous les traumatismes qu'a eu Tintin. On a relevé 50 pertes de connaissances identifiées. Donc 26 par contention, 3 par balle, empoisonnement chloroforme, 4 explosions, 3 accidents de voiture, 2 chutes et autres causes, il y en a 9. Voilà, ici, donc c'est la même chose sous une autre forme. Et qu'est-ce qu'il en conclut, notre ami Claude Cyr, on est devant un cas d'insuffisance acquise d'hormones de croissance et hypogonadisme hypogonadotrophique suite à de multiples traumatismes crâniens, où Tintin devrait consulter un neuroendocrinologue. Alors, ça ne colle pas avec Hergé, parce que pour Hergé, qui est le père de Tintin, il dit qu'il a 14 ans. Enfin, on sait que quand on est le père, on aime son fils, et quand on aime, on ne compte pas. Donc, voilà, donc tout ça pour dire que la neutralité de Tintin, la neutralité de la personnalité de Tintin et l'impossibilité d'établir son âme permettent au lecteur de 7 à 77 ans à travers le monde de s'identifier à ce héros. Je vous remercie. Ceux qui ont l'occasion d'aller à Paris, à l'Atelier des Lumières, dans le 11e, il y a une cours de Tintin, l'aventure immersive. Jusqu'au 1er janvier 2023.